Bonjour à tous et à toutes, merci de votre présence à chacun et particulièrement merci à tous les intervenants qui sont venus aujourd'hui nous rejoindre pour cette 12e matinale et un grand merci à tous les internautes qui nous ont rejoints sur Facebook Live, la 12e pour l'Ordre des infirmiers. Et cette thématique aujourd'hui que l'on souhaite développer sera autour de la vaccination. Parce qu'en fait, contre les maladies infectieuses, sans conteste, l'intervention de prévention la plus efficace reste la vaccination. C'est peu coûteux, c'est quelque chose qui se fait facilement et dont on sait qu'a permis d'éradiquer certaines pathologies. Pourtant, la couverture vaccinale en France n'est pas optimale. À titre d'exemple, moins de la moitié des Français de 65 ans sont vaccinés contre la grippe. Et pourtant, c'est une pathologie qui tue beaucoup encore à ce jour. Et quand on connaît ce chiffre, on sait que l'OMS nous indique qu'il faut qu'on arrive à peu près 75% de couverture de la population à risque afin d'éviter des décès prématurés. Donc au-delà des enjeux habituels de la vaccination et de la vaccination des soignants, la campagne de vaccination antigrippale, cette année, sur les instructions du ministère de la Santé et de la DGS, la Direction Générale de la Santé, se déroule dans un contexte tout à fait particulier. Tout d'abord, les ordres viennent de lancer un appel là-dessus, le confinement qui pourrait restreindre l'accès aux soins. Et on a souhaité rappeler à tous les usagers du système que les cabinets de soins de ville, les prises en charge restaient ouverts et qu'il fallait continuer à assurer les soins chroniques et toutes les actions de santé publique qui sont lancées. Ensuite, il y a le contexte Covid épidémiologique avec cette incertitude quant à la coexistence et la co-circulation de ces deux virus, dont nous n'avons pas de vaccin. Et puis, bien entendu, ce que je viens de dire en faisant un petit lapsus, c'est l'attente du vaccin Covid et comment il sera déployé et sous quel délai. Donc cette matinale, vous le voyez, est riche d'enseignements à tirer, riche de retours d'expérience et de chiffres que l'on va vous déployer tout au long grâce à tous nos intervenants. On vous posera certaines questions parce qu'elles sont autour de vraiment la problématique, notamment la défiance naturelle ou pas d'ailleurs des soignants et aussi de la population générale vis-à-vis de la vaccination. Quel levier? Parce que si on parle de défiance, il faut absolument qu'on trouve une stratégie pour arriver à être plus présent et à être mieux vacciné et plus protégé. Est-ce qu'il faut aller vers l'obligation vaccinale? Est-ce que la sensibilisation suffit? Donc tous ces points-là seront abordés. Et bien entendu, vous le voyez derrière moi, nous sommes à l'Ordre des infirmiers. Donc bien entendu, il y aura un peu de prosélytisme pro-infirmiers pour que nous ayons un point de vue et que nous rappelions les bonnes règles pour les infirmiers. Et exceptionnellement, aujourd'hui, nous avons demandé, et il y aura 2 vidéos en ce sens, à des ordres, des confrères étrangers, le Québec et l'Espagne, de nous rejoindre par le biais de courtes vidéos que nous allons vous diffuser. J'en ai fini pour ce propos introductif et j'interviendrai au long de la matinale et je cède bien volontiers la parole à notre habituel animateur Adrien Casabianca. Merci Patrick Chamboredon pour cette introduction. Donc pour cette nouvelle matinale sur les enjeux de la vaccination et le rôle des infirmiers dans la couverture vaccinale, nous avons comme intervenant Caroline Bussière. Vous êtes chef du bureau santé des populations et politique vaccinale à la DGS, la Direction Générale de la Santé. Docteur François-Xavier Brouck, vous êtes directeur des assurés de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Le docteur Daniel Lévy-Brul, vous êtes responsable de l'unité infection respiratoire et vaccination chez Santé publique France. Je précise que vous pourrez intervenir jusqu'à 9h30, vous nous l'avez bien indiqué et vous êtes tout excusé par avance. Merci déjà grandement pour votre présence et votre participation aujourd'hui. Également Elisabeth Bouvet, présidente de la commission technique des vaccinations à la HAS, la Haute Autorité de Santé. Vous nous avez fait également le plaisir de votre présence jusqu'à 9h45. Merci également pour votre participation. Et puis Patrick Chamboredon, président de l'Ordre national des infirmiers, le précisait, nous avons également souhaité nous appuyer sur des exemples étrangers. Et donc le président du Conseil général des soins infirmiers d'Espagne, Florentino Pérez Raya,
ainsi que le président de l'Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec, Luc Mathieu, nous ont enregistré des messages vidéo que nous pourrons donc diffuser au cours de cette matinale. Voilà, merci à tous pour votre participation. On va commencer assez logiquement avec donc cet enjeu de santé publique qu'est la couverture vaccinale et donc surtout l'amélioration de cette couverture vaccinale, sujet auquel l'ensemble des acteurs qui participent à cette matinale travaillent. Je me tourne vers vous, Caroline Bussière, pour la DGS. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, justement, a évolué cette couverture vaccinale en France ces dernières années, couverture vaccinale en général, mais peut-être aussi plus particulièrement contre la grippe, et pourquoi une telle hésitation vaccinale? On parle même parfois de défiance envers la vaccination dans la population française. Et enfin, dernière question, comment y remédier? Quels sont les principaux leviers pour faire justement évoluer cette couverture vaccinale? Merci de me donner la parole. Je vais afficher donc et partager avec vous tous les quelques slides que j'ai préparés pour répondre à vos questions. Ça marche. Voilà. Alors, il est important, puisque vous avez introduit le sujet, et je suis d'abord ravie de participer à cette matinale, donc de rappeler en gros, vous donner quelques éclairages dans un temps très court sur l'évolution effectivement de la situation en France, l'évolution effectivement de cette confiance puis défiance face à la vaccination, et donc ce qui peut expliquer ce qui a pu conduire à cette réforme entrée en vigueur en 2018 sur la vaccination des nourrissons. Juste à titre de rappel, je voudrais donc vous dire que les premières vaccinations obligatoires, elles ont été mises en place dans les années 50-60 et elles ont permis effectivement une baisse très importante des maladies infectieuses, voire leur disparition. On a, au fil des années qui ont suivi, ajouté des nouvelles vaccinations et elles étaient à l'époque des vaccinations qui étaient recommandées. La population, effectivement, avait une confiance assez certaine en la vaccination. On peut dater le début de cette crise de confiance qui s'est après amplifiée dans les années 90, jusque dans les années 2000 d'ailleurs, avec les controverses que vous connaissez bien sur la vaccination contre l'hépatite B, voire même, quelques années ensuite, la grippe H1N1. De la sorte, effectivement, l'hésitation vaccinale s'est amplifiée. Elle a été d'autant plus aidée que la parole s'est libérée à l'époque et a utilisé effectivement les réseaux sociaux qui ont permis, en quelque sorte, une intensification de discours anti-vaccinaux, voire de fausses rumeurs sur les dangers ou la sécurité des vaccins. Et on peut quand même, effectivement, faire le constat qu'à l'époque, sur ces réseaux sociaux, les autorités sanitaires n'étaient sûrement pas suffisamment présentes. Qu'est-ce qui s'est passé de ce contexte en fait d'hésitation vaccinale? Il en est résulté évidemment une perte de confiance progressive dans la vaccination, une baisse de la couverture vaccinale, en tout cas qui est devenue insuffisante, et l'apparition, voire la réapparition d'épidémies. Je voudrais vous citer à titre d'exemple les 23 000 cas déclarés de rougeole entre les années 2008 et 2012. Que s'est-il passé ensuite? Face à cette situation, un rapport important qui marque une étape dans le paysage français, ça a été le rapport de Madame Hurel, rapport sur la politique vaccinale. Ce rapport a eu le mérite de mettre en avant le fait d'abord qu'il y avait une confusion certaine entre les vaccins recommandés et les vaccins obligatoires de la population. Elle a évidemment dressé le constat d'une couverture insuffisante de certains vaccins. Elle a fait également l'état d'une désinformation, d'une lisibilité de l'action publique insuffisante, et puis donc, en contrepartie, d'une nécessité donc de répondre à toutes ces insuffisances. S'en est suivi une mise en place de la concertation citoyenne entre le mois de février et novembre 2016, pilotée par le professeur Fischer. Cette concertation citoyenne, elle s'est traduite par des décisions des pouvoirs publics très forts. Les pouvoirs publics se sont engagés vers une politique vaccinale forte et transparente. Ça, vous vous en souvenez, ça a été donc la réforme sur l'extension des obligations vaccinales du nourrisson. Mais il faut quand même souligner qu'il y a eu un engagement de la parole des pouvoirs publics très forte, une communication bien plus active sur la vaccination, y compris d'ailleurs sur les réseaux sociaux, l'Internet, la presse, etc. On a également porté, dans les années de 2018, au même moment, dans le cadre de la stratégie nationale de santé, toute une série d'actions très concrètes qui ont pour objet de simplifier le parcours vaccinal et la multiplication des opportunités vaccinales. En quelque sorte, plus vous multipliez le nombre d'acteurs et de professionnels qui vaccinent, plus vous facilitez l'accès aux vaccins, plus vous encouragez et incitez la population à se faire vacciner. Évidemment, toutes ces réformes reposent
en premier lieu sur l'implication des professionnels de santé. Et la France a également pris des engagements sur le plan européen. Juste, excusez-moi, c'est le défilé de mes slides. Alors, juste un tout petit focus sur la réforme de 2018 pour vous rappeler que cette réforme, entrée en vigueur en janvier 2018, a entraîné donc une extension des obligations vaccinales des nourrissons de 3 vaccinations obligatoires à l'origine à 11 vaccinations. Elle s'est accompagnée de mesures effectivement réglementaires, à savoir une justification de la réalisation de ces vaccinations pour l'entrée en collectivité d'enfants. Et ce contrôle, il est fait de manière annuelle pour l'entrée en collectivité. Ce contrôle a été effectif dès le 1er juin 2018. Que peut-on dire du bilan de cette obligation vaccinale ? Vous trouverez sur le site du ministère de Solidarité et de la Santé, et vous trouvez le lien en bas de mon slide, le premier bilan annuel des obligations vaccinales du nourrisson. C'est une obligation qui a été fixée par la loi au gouvernement de rendre public chaque année un tel bilan, qui porte à la fois sur les données de couverture vaccinale, les données d'adhésion à la vaccination, mais également des données de la sécurité des vaccins, point très important pour la population, mais également sur la mise en œuvre du contrôle de ces obligations faites à l'entrée en collectivité. Sur la couverture vaccinale, ce bilan qui a été fait et qui porte sur des données 2018 pour tous les enfants nés en 2018 montre une augmentation effectivement de cette couverture vaccinale. Vous voyez les chiffres qui s'affichent sur votre écran. Je cite 4 exemples, que ce soit l'hépatite B, pneumocoque, méningocoque C et rougeole. On peut dire effectivement que c'est une vraie augmentation, que ce soit donc pour la première dose, mais également pour les 3e doses. À souligner par exemple notamment la forte progression du méningocoque C, dont la première dose est passée de 35,5% à 75,8% pour la première dose. Il faut souligner que cette augmentation est d'autant plus importante que la couverture vaccinale était faible en 2017. Et je voudrais également souligner que cette mobilisation et les actions de promotion qui ont été mises en œuvre et l'engagement de l'État en faveur de cette réforme législative, elle s'est également traduite par un effet positif, y compris sur des vaccins qui jusque-là n'étaient que recommandées. Je voudrais citer par exemple la vaccination contre les infections par papillomavirus humain, par exemple, ou le rattrapage de la vaccination contre le méningocoque C. Concernant l'adhésion des Français vis-à-vis de la vaccination, elle est mesurée par l'enquête baromètre santé. Cette enquête de 2019 a montré une stabilité des opinions. Et je voudrais simplement souligner le fait que les actions de communication et de pédagogie restent nécessaires, en particulier, c'est ce qu'a montré cette enquête, en faveur des catégories socioprofessionnelles les plus défavorisées. Effectivement, on n'est pas encore au taquet, au plus haut montant, au plus haut pourcentage de ce baromètre santé s'agissant de l'adhésion des Français vis-à-vis de la vaccination. Mais on peut quand même saluer les progressions et la progression qui résulte de cette réforme obligation vaccinale. Le deuxième rapport sur la 2e année de mise en œuvre de cette obligation sera disponible, on va dire, au cours du 1er trimestre 2021. Voilà, j'ai terminé pour mon intervention. Je passe la parole aux autres intervenants. Merci beaucoup, Caroline Bussière, pour cette présentation très documentée. Vous l'avez dit, vous passez la parole aux autres intervenants. Moi, je vous propose d'écouter Dr Daniel Lévy-Bruhl. Caroline Bussière le précisait, on a une prise en compte croissante de l'enjeu de la couverture vaccinale par les différentes organisations du monde de la santé ces dernières années. Bien entendu, Santé publique France en fait partie. Puis le sujet de la couverture vaccinale, je crois que c'est un sujet que vous connaissez plutôt bien. Est-ce que vous souhaitez compléter, peut-être réagir aux propos de Caroline Bussière ? Oui, si vous le voulez bien, je vais vous présenter quelques données plus spécifiquement sur la vaccination grippe. Alors, bien sûr, ce sont les données de la saison passée. Je vais donc partager mon écran pour que vous les voyez. Parfait. Ça marche ? Très bien, oui. Ah ouais, alors moi je ne les vois plus par contre, mais c'est pas grave. Je les vais sur un autre écran. Donc sur cette diapositive figurent les résultats comparés des couvertures vaccinales des 3 dernières années, donc 3 dernières saisons hivernales. Et les données qui figurent ici sont les données qui sont estimées à partir des retours des bons de prise en charge gratuits. Et donc, bien entendu, ces données concernent les personnes ciblées par les recommandations vaccinales telles que la Haute Autorité de Santé les a établies. Et donc, ce qu'on voit et ce qui a été rappelé par le président, c'est que la couverture vaccinale reste globalement très insuffisante. Si
on regarde la dernière ligne sur l'ensemble des sujets à risque, la couverture vaccinale reste inférieure à 50%. On observe, ce qui est quand même une bonne nouvelle, une tendance plutôt croissante. Vous voyez qu'on a gagné en gros 1 point de couverture vaccinale entre 2017-2018 et 2018-2019 et un autre point entre 2018-2019 et 2019-2020. Mais bien sûr, ça reste très, très insuffisant, avec une couverture vaccinale qui est meilleure chez les personnes de 65 ans et plus, qui est maintenant à 52%, mais qui reste très insuffisante chez les sujets de moins de 65 ans, ciblés par une recommandation vaccinale, essentiellement parce qu'elle présente une comorbidité qui les inclut dans les populations ciblées par la vaccination. Si on regarde la couverture vaccinale d'un peu plus près, en comparant le numérateur et le dénominateur, ce qu'on voit, c'est que, bien entendu, l'activité vaccinale a beaucoup augmenté, même si ça se traduit dans une couverture vaccinale qui augmente peu, du fait de l'augmentation de l'effectif des populations cibles. Ce qu'on voit sur cette diapositive, c'est j'ai décomposé le numérateur et le dénominateur de la couverture vaccinale, et vous voyez que le nombre de personnes qui ont reçu un bon de prise en charge par leur caisse d'assurance maladie a augmenté de 4%, et que le nombre de personnes vaccinées parmi celles-ci a augmenté, lui, de 6%. Et c'est le fait que le dénominateur augmente un peu moins que augmente le numérateur qui fait que finalement, on a une petite augmentation de la couverture vaccinale. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on vaccine de plus en plus, mais comme il y a de plus en plus de gens à vacciner, ça se traduit par une augmentation faible de la couverture vaccinale. Et troisième regard qu'on peut porter sur ces chiffres, pour un petit peu pondérer le côté négatif de ces chiffres, c'est le fait que dans ce que j'ai présenté, il y a une restriction, ça ne porte que sur les personnes qui ont reçu un bon de prise en charge par leur caisse d'assurance maladie. Or, vous le savez, certaines populations ciblées par les recommandations vaccinales ne peuvent être identifiées dans les bases de l'assurance maladie. Et pour ces populations, les différents professionnels de santé habilités à vacciner, dont vous faites partie, ont la possibilité, et vous, infirmiers chez les sujets majeurs, d'éditer un bon de prise en charge, et je pense en particulier aux personnes qui présentent une obésité, aux femmes enceintes, à l'entourage des nourrissons ou des personnes immunodéprimées, pour lesquelles les caisses n'envoient pas de bons. Donc, quand on regarde ce qui se passe en prenant globalement ces populations pour lesquelles on n'a pas le dénominateur, puisqu'on ne sait pas combien il y a de personnes obèses en France, ce qu'on voit, c'est que l'activité de vaccination, donc qui inclut maintenant les personnes pour lesquelles la professionnelle de santé édite un bon, a beaucoup augmenté, plus que ce que j'ai montré tout à l'heure, enfin relativement plus, puisque vous voyez que au total, on a augmenté de presque 9% le nombre de personnes pour lesquelles les caisses d'assurance ont remboursé un vaccin. On retrouve le fait qu'il y a une petite augmentation chez les personnes qui ont reçu un bon, mais il y a surtout une très forte augmentation du nombre de personnes qui ont été vaccinées parce que ciblées par les recommandations vaccinales et qui ont bénéficié d'une prise en charge gratuite grâce à l'édition d'un bon par un professionnel de santé, infirmier ou autre. Alors, c'est une augmentation spectaculaire, plus 47%, mais bien sûr, ça porte sur peu de monde par rapport à toute la masse des sujets qui reçoivent un bon, ce qui fait que finalement, ça influe peu sur la couverture vaccinale globale, mais c'est une bonne nouvelle. On ne sait pas qui il y a derrière. Est-ce que c'est essentiellement des femmes enceintes qui ont été mieux vaccinées que l'année dernière? Est-ce que c'est essentiellement des personnes obèses, l'entourage de personnes à risque? Ça, on ne peut pas le savoir. Mais globalement, il y a une activité qui s'est intensifiée. Et ça, c'est peut-être le reflet de l'extension des compétences au-delà des seuls médecins, comme c'était le cas il y a quelques années. Donc, voilà quelques données sur la couverture vaccinale telle que nous pouvons, à Santé publique France, l'estimer à partir des activités de vaccination et des retours des bons de prise en charge. Merci beaucoup, docteur Daniel Lévy-Bruhl. Vous faisiez donc référence à ces bons de prescription. Ces bons, ils sont donc envoyés par la Caisse nationale d'assurance maladie qui donne aussi la possibilité, vous le précisiez, donc d'éditer un bon vierge pour les professionnels de santé habilités. Docteur François-Xavier Brouk, à quoi est dû donc
cette augmentation du nombre de personnes ciblées chaque année. Dr Daniel Lévy-Bruhl l'indiquait. Est-ce que vous souhaitez réagir à cette croissance du nombre de personnes cibles pour la vaccination contre la grippe ? Oui, bonjour. Concernant effectivement le rôle des infirmières, je pense qu'effectivement c'est un rôle important, étant donné que il faut savoir qu'à peu près chaque année, c'est environ 1,5 million de personnes qui sont vaccinées par des infirmiers. Les infirmiers ont effectivement depuis quelques temps la possibilité d'éditer des bons de vaccination. Et c'est justement parce que les infirmiers sont en contact des personnes, et notamment des enfants en situation de fragilité, qui sont en capacité de pouvoir repérer un certain nombre de situations. Comme le disait également Daniel Lévy-Bruhl, l'indice de masse corporelle, l'IMC, n'est pas une donnée qui est inscrite dans le DCIS, et ce sont des informations cliniques qui sont repérées par les professionnels de santé qui ont la possibilité d'éditer ces bons. Si vous voulez, on peut en profiter pour vous donner quelques données pour qu'ils viennent compléter ce que vient de nous dire Daniel Lévy-Bruhl. En 2019, environ 20% des vaccinations ont été réalisées par des infirmiers. Pour vous donner une idée, 50% des vaccinations sont réalisées par des médecins, 30% par des pharmaciens. Vous savez que depuis 2 ans, les pharmaciens ont la possibilité de réaliser ces vaccinations. Est-ce que le fait que les pharmaciens aient la possibilité de réaliser des vaccinations a un effet? Je pense que c'est un des éléments qui permet d'expliquer une des augmentations des personnes qui ont été vaccinées dans le cadre de la cible. Est-ce que les pharmaciens ont empiété un peu sur le taux de vaccination par les infirmiers? Eh bien, pas vraiment, en réalité, puisque le taux de vaccination par les infirmiers est resté à peu près stable. Il a légèrement diminué. Il a surtout baissé pour les médecins, puisqu'on est passé pour les médecins, globalement, de 74% de la population qui était vaccinée par leur médecin à 50%. Et vous dire que lorsque on va regarder un peu dans le détail au niveau national ce que représente le taux de vaccination contre la grippe en fonction des différentes régions, ce qu'on constate, c'est que globalement, parmi les un peu plus de 47% de personnes qui ont été vaccinées, donc qui représentent la cible vaccinale, on a à peu près un peu moins de 10%, 9,6% de la cible qui sont vaccinés par les pharmaciens. Je disais, c'est 20% du total, mais par rapport à la cible, c'est 9,6%. Et ce pourcentage varie d'une région à l'autre, puisque entre, par exemple, la région Centre-Pays de Loire enfin, les régions Centre et les régions Pays de Loire, on recourt 3 fois plus aux infirmiers libéraux que, par exemple, en Île-de-France ou dans la région PACA. Il faut signaler aussi que le taux de vaccination réalisé par les infirmiers est très supérieur en métropole par rapport à celui qui est réalisé dans les départements d'outre-mer. On est sur un rapport d'1 sur 10. Et pour vous donner une idée, par rapport aux pharmaciens, si on veut comparer ça, sur les pharmaciens, il n'y a pas tellement de différence au niveau national. 14% à peu près de la cible vaccinale sont réalisés par les pharmaciens. Et ça, c'est à peu près équivalent d'une région à l'autre. D'accord, très bien. Merci pour ces précisions. On reviendra donc sur le rôle des professionnels de santé dans l'amélioration de la couverture vaccinale. Caroline Bussière le précisait, effectivement, en augmentant le nombre d'effecteurs, on maximise les chances d'augmenter la couverture vaccinale. Je voudrais donner la parole à Elisabeth Bouvet pour la Haute Autorité de Santé. Si on revient à cet enjeu de santé publique qu'est la couverture vaccinale, est-ce que vous souhaitez vous exprimer et peut-être réagir aux différents éléments qui nous ont été présentés en ce début de matinale? Non, mais écoutez, je pense qu'on a entendu des chiffres que nous connaissons. Je pense que ce qui est important, effectivement, c'est de montrer qu'il y a une cohérence et une cohésion entre ces différents acteurs, et que la Haute Autorité de Santé est là justement pour émettre des recommandations, proposer des recommandations, de telle sorte qu'on
on maximise les chances de vaccination de la cible. Donc nous avons effectivement beaucoup insisté, nous travaillons à la HAS pour faire en sorte que, d'une part, les vaccinateurs, qu'on puisse augmenter le nombre des vaccinateurs potentiels, et il y a des travaux en préparation pour encore augmenter le rôle des infirmiers, infirmières, des pharmaciens dans la vaccination, à la fois dans la vaccination contre la grippe, mais aussi dans d'autres vaccinations. Et puis, il y a d'autres réflexions que l'on a et qu'on essaye de faire avancer des travaux pour voir dans quelle mesure un certain nombre de propositions, de contraintes pourraient faciliter la vaccination en général dans la population. Donc, tout ça me semble tout à fait aller dans le sens que l'on souhaite. Et je crois effectivement que le rôle des infirmiers doit être renforcé dans les vaccinations en général. Merci Elisabeth Bouvet, on reviendra sur cette question dans quelques minutes. Patrick Chamboredon, je me tourne vers vous pour l'Ordre national des infirmiers. Une réaction, on a un beau plateau ce matin, à la fois la Direction générale de la santé, Santé publique France, la CNAM et la HAS, donc 4 organisations du monde de la santé particulièrement concernées par la couverture vaccinale, qui nous parlent des différents leviers pour l'améliorer. Est-ce que vous avez une réaction aux différents propos qui nous ont été présentés ? Oui, merci Adrien. Oui, j'ai plusieurs réactions. Moi, je ne connaissais pas ces chiffres que François-Xavier Brouck vient de donner. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que finalement, c'est conjointement qu'on y arrive et qu'il ne faut pas déclarer de guerre entre les professionnels. Et qu'il y a quelquefois une perception qui est des infirmiers de se faire phagocyter, on va dire, par d'autres professionnels sur la vaccination. Et que les chiffres qui viennent de nous annoncer, France entière, démontrent que les infirmiers sont à peu près stables dans leur vaccination et que c'est quelque chose de valable. Moi, j'aurais une question à poser à M. Lévy-Bruhl avant de rebondir plus avant, parce que je sais qu'il doit nous quitter. Mais est-ce qu'on a une vision un peu plus fine, en fait, des personnes qui sont vaccinées par les bons, notamment les plus de 65 ans, plutôt urbains, plutôt ruraux? Est-ce qu'on sait s'ils sont pris en charge habituellement par une infirmière ou un infirmier? Est-ce qu'ils sont en ALD? Ils sont déjà en ALD, mais est-ce qu'ils ont d'autres comorbidités? Est-ce que Santé publique France a des statistiques un peu plus fines, en fait, pour qu'on puisse déterminer quelles sont les marges de progression et vers quelle population il faut qu'on aille encore plus avant? Oui, mais merci de la question. Alors, en fait, Santé publique France est en charge du suivi de la couverture vaccinale grippe que depuis 2 ans. Donc, on n'a pas encore été complètement au bout de tout ce qu'on pouvait faire. Les données que je vous ai montrées sont des données qui proviennent de ce qu'on appelle le système national des données de santé, donc cette énorme base qui comprend elle-même tout un ensemble de bases, dont le fameux DSIR, qui est la base de remboursement de l'ensemble des prestations de santé françaises. C'est là-dessus que nous nous basons pour estimer ces couvertures vaccinales. On peut aller plus loin que les simples chiffres que je vous ai proposés, même si cette base ne permet pas des analyses extrêmement fines en fonction des caractéristiques socio-économiques, etc. Mais il y a des choses qu'on a en tête. Urbain, rural, on devrait pouvoir, par exemple, le regarder. On peut bien sûr aller beaucoup plus finement sur le détail des comorbidités, puisque en fait, nous avons accès dans cette base au type d'indication vaccinale et pour être plus précis, à l'ALD qui correspond à l'indication vaccinale. Donc, ce sont des travaux que nous avions l'intention de faire. Pour ne rien vous cacher, nous sommes mobilisés depuis plusieurs mois sur d'autres pathologies qui ont un petit peu retardé nos belles idées d'approfondir cette évaluation. Mais bien sûr, dès qu'on pourra, on remettra ça comme priorité, parce que vous avez raison, ça serait très intéressant de pouvoir essayer de mieux stratifier ces données au-delà d'un seul chiffre qui résume globalement la situation, mais qui ne permet pas de bien identifier les pistes d'amélioration. Donc, si je comprends bien, Monsieur Lévy-Bruhl, on vous revoit l'année prochaine. Vous devenez on espère, ça serait plutôt bon signe. De l'ordre.
Voilà, si l'année prochaine je peux vous fournir ces chiffres, c'est que on sera passé à autre chose en ce qui concerne la Covid et nous l'espérons tous. Et ça constituerait effectivement une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut encore vous prendre quelques minutes? Oui, bien sûr, j'ai obtenu 5 à 10 minutes de répit. Écoutez, c'est parfait. C'est parfait, ça nous permettra effectivement de faire un focus quand même sur la campagne actuelle, hein, la campagne de vaccination contre la grippe 2020. C'est forcément une campagne singulière, hein, elle est marquée notamment par la possible circulation du Covid et du virus de la grippe et ces risques de co-infection qui ont été évoqués et qu'on connaît encore assez peu. Docteur Daniel Lévy-Bruhl, qu'est-ce qu'on sait, que peut-on dire du risque épidémiologique relatif au virus de la grippe cette année? Alors, pour répondre, je vais repartager mon écran, si vous me permettez. Bien sûr. Avec deux, trois diapositives qui devraient illustrer mon propos. Est-ce que ça marche? Vous voyez bien Tout à fait. Très bien. Donc, quelle est aujourd'hui la situation de la grippe versus le risque Covid? Les quelques informations que je peux partager avec vous sont les suivantes. D'abord, l'observation qu'il faut en toute transparence mettre sur la place publique, c'est le fait que durant l'hiver austral, hein, donc l'hiver dans l'hémisphère sud, qui est la saison traditionnellement dans laquelle surviennent dans cet hémisphère les épidémies de grippe, a vu une quasi-absence de circulation des virus grippaux, ce qui est une situation totalement inédite. Hein, on le voit plus ou moins sur les deux cartes. C'est la carte de gauche, c'est ce qu'on avait observé en 2019. La carte de droite, c'est ce qu'on a observé en 2020. Plus c'est jaune et plus c'est jaune foncé, plus il y avait de grippe. Et les petits camemberts montrent la distribution des différents virus. Eh bien, en 2020, rien n'est jaune, pas d'épidémie grippale et donc bien sûr pas de données sur les circulations des différents virus les uns par rapport aux autres. Donc, si je continue avec la diapositive suivante. Juste un exemple pour illustrer, c'est l'Australie. Hein, on en a pas mal, j'ai juste choisi ce pays, ça va aller très vite. Ce que vous voyez en pointillé, ce sont les données de consultation en ville pour syndrome grippal des années passées, et en rouge, c'est ce qui a été observé donc pour notre été à nous et donc pour leur été il y a quelques mois. Pas besoin de faire de longs discours. Pareil pour les données d'hospitalisation. Vous voyez ici, absence d'hospitalisation pour grippe lors de l'hiver austral. Alors, quelles sont les explications possibles de cette situation? Elles sont de deux ordres, bien entendu. Soit l'impact des mesures de contrôle de la pandémie, gestes barrières, distanciation sociale, confinement, fermeture des écoles. Hein. On sait que pour la grippe, les enfants constituent le principal réservoir des virus grippaux. Limitation des échanges internationaux, on a confiné dans l'hémisphère nord en mars-avril et peut-être que ça n'a pas permis au virus de faire ce qu'ils font traditionnellement, c'est-à-dire voyager et à partir de l'hiver dans l'hémisphère nord, gagner l'été dans l'hémisphère sud. Ça, c'est probablement un facteur très important. Il y a un autre facteur sur lequel on est moins à l'aise pour estimer sa contribution, c'est celui d'une véritable compétition interférence virale, qui ferait que quand un virus circule intensément, comme c'est le cas du SARS-CoV-2, eh bien d'autres virus ont plus de mal à trouver leur place. On sait que ça arrive et on observe chaque année une séquence de circulation épidémique avec le rhinovirus, puis le VRS, puis la grippe. Et en général, quand un virus arrive en force, celui qui circulait disparaît. On l'a vu aussi avec la H1N1, qui est plus proche peut-être de la situation actuelle, avec le déplacement de l'épidémie de VRS lorsque l'épidémie de H1N1 sous forme pseudo-pandémique est survenue. Et puis, tout ça, bien sûr, est à relativiser parce qu'il y a quand même des données qui montrent que les deux peuvent circuler ensemble, mais avec un risque réduit. Alors, il y a une belle étude faite par les Anglais qui a été publiée et où ils ont regardé un petit peu ça, justement, le risque de co-circulation entre les deux virus et qui montrait que chez les sujets qui étaient testés positifs pour le SARS-CoV-2, le risque d'être infecté par la grippe était 2 fois plus faible. Donc, il semble que cette compétition virale, elle existe et que quand on est infecté par un virus, on a une probabilité réduite d'être infecté par l'autre. Je termine avec qu'est-ce que ça peut nous dire pour la suite et qu'est-ce qu'on peut en conclure pour l'hiver
qui est devant nous, eh bien, on a identifié 3 scénarios. Le premier, c'est un scénario du type hiver austral, donc vous l'avez compris, cette année, pas de grippe. Le deuxième scénario, c'est un scénario dans lequel, prenant en compte ce qui s'est passé, on pense très peu probable qu'il y ait en même temps 2 épidémies. Par contre, rien n'empêche de penser qu'il y aurait une première vague, qui sera en fait notre seconde, bien sûr, SARS-CoV-2, puis une fois qu'on s'en serait débarrassé, en particulier avec les mesures très, très fortes qui sont actuellement en vigueur, une épidémie de grippe qui arriverait. Et puis le troisième scénario, qui serait au contraire le fait que les 2 épidémies arriveraient ensemble. Qu'est-ce qu'on peut dire de la probabilité relative de ces scénarios? C'est ça qui est important à notre sens, même si personne n'est devin en la matière. C'est que le scénario de survenue concomitante, donc d'ici quelques semaines, de la grippe paraît peu probable, que le scénario où on n'aurait pas d'épidémie de grippe est possible, mais que par contre, on ne peut pas se reposer sur un tel scénario, qu'il ne reste que possible, et qu'il faut donc se préparer à un scénario qui serait quand même un scénario peu sympathique, dans lequel il y aurait 2 épidémies l'une après l'autre, mais avec une certaine intersection. Et dans cette intersection, c'est-à-dire le moment où il y aurait un peu de SARS-CoV-2 et un peu de grippe, ou beaucoup de l'un, beaucoup de l'autre, mais pas suffisamment pour empêcher l'autre de circuler, eh bien on est un peu inquiet, parce que la même étude anglaise dont je vous ai parlé montre de manière très claire qu'en cas de co-infection, le risque de forme sévère est multiplié, et en particulier dans cette étude, les patients qui présentaient une co-infection grippe et SARS-CoV-2 avaient un risque de mourir 6 fois plus élevé que ceux qui ne présentaient que l'une des 2 infections, et en particulier qui ne présentaient que du SARS-CoV-2. Donc, on ne sait pas très bien ce qui va se passer, mais si les 2 épidémies se superposent, alors, au-delà des risques de saturation du système de santé, qui sont d'un autre ordre que purement épidémiologique, mais qui sont effectivement un énorme enjeu, pour les patients eux-mêmes, il y a un surrisque de complications et de décès en cas de co-infection, d'où la nécessité d'une couverture vaccinale extrêmement élevée cette année pour ne pas courir le risque de cette co-circulation et des conséquences très, très, très négatives pour les individus à risque en particulier. Voilà ce que je pouvais dire sur grippe et Covid. Merci beaucoup, Monsieur Lévy-Bruhl, pour ce point, parce que c'est vrai que je vous ai interpellé directement et c'est vrai qu'on a besoin de chiffres et d'objectiver les choses. Et moi, je voudrais revenir juste vers Madame Bouvet, parce que je sais que vous allez nous quitter tous les deux et que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Et notamment en revenant sur l'intervention de Madame Bussière et de Monsieur Brouk, on voit bien que quand même de multiplier les professionnels qui sont à même d'être des vaccinateurs, d'être des ambassadeurs de la vaccination finalement, parce qu'eux-mêmes plus responsabilisés, c'est la facilitation des procédures, c'est faciliter et dématérialiser aussi peut-être, parce que là on imprime, mais peut-être que la e-prescription va aussi jouer un effet là-dessus. Et vraiment, c'est ça un peu. Et bon, vous avez un peu répondu, Madame Bouvet, et je sais que c'est pas une private joke entre nous, mais est-ce que vous pensez que cet avis qu'on attend de la HAS sur la deuxième partie de l'extension vaccinale, est-ce que vous pensez que ça va aller dans un sens où on voit bien ce que dit M. Lévy-Bruhl, plus on a de vaccinateurs, plus ça monte, plus on est meilleure la couverture, et finalement, c'est la responsabilisation des professionnels qui sont eux-mêmes des ambassadeurs de la vaccination qui font la différence et permettent une meilleure couverture vaccinale. Oui, écoutez, moi, je ne vois pas ce qui gênerait pour cela. C'est-à-dire que l'avis de la HAS dépend effectivement d'une saisine qui nous a été faite et sur laquelle on va tenter absolument, et nous sommes pour les mêmes raisons que Daniel Lévy-Bruhl, on a été un tout petit peu retardé dans les travaux de la HAS ces derniers temps, et logiquement, il devait y avoir on devait réunir des groupes de travail qui réunissent, si vous voulez, les différents professionnels de santé pour aboutir à des recommandations qui aillent vers une extension donc des compétences vaccinales de différents professionnels vers les vaccins grippales, c'est déjà fait, aussi vers d'autres vaccins. Et donc ces recommandations-là, ces propositions, on espère beaucoup, on va tout faire pour mettre ça en œuvre dans les je ne peux pas dire les semaines, parce que là, je crois que c'est vraiment
mentir, mais dans les mois qui viennent. Donc ça refait partie des priorités, justement, compte tenu du contexte Covid, parce que le Covid lui-même va nous amener à poser des tas de questions sur le rôle, justement, des autres professionnels dans la vaccination, puisque c'est quand même là-dessus qu'on est actuellement extrêmement, sur ce sujet, qu'on est extrêmement mobilisé. Et bien évidemment, comme ça va refaire discuter, et pour chaque nouvelle vaccination, on peut rediscuter de la nature des vaccinateurs et de la diversification des vaccinateurs. Et donc, l'occasion de la vaccination Covid, la vaccination Covid sera une occasion de rediscuter et donc de probablement élargir la compétence des professionnels que sont les infirmiers, infirmières, vers cette vaccination qui sera probablement à mettre en œuvre assez rapidement dans les mois qui viennent. Donc si on comprend bien, un avis attendu de la Haute Autorité de Santé avant la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Effectivement, Patrick Chamboredon évoquait ce sujet. C'est un avis qui est fortement attendu par ces professionnels de santé qui prouvent, et les différents éléments qui nous ont été présentés depuis le début de cette matinale confortent cette idée, qui prouve que quand on augmente le nombre d'effecteurs, quand on leur donne toute la capacité pour augmenter cette couverture vaccinale, effectivement, les résultats sont là. Et ça, la Haute Autorité de Santé peut l'observer. Oui, tout à fait. Enfin, nous ne sommes pas, nous, ceux qui observons ce qui se passe. Et nous travaillons avec Santé publique France. Et nous, et les données que nous a fournies et présentées Daniel Lévy-Bruhl, pour nous, sont très importantes. Et on se repose dessus. Mais ce sur quoi je veux peut-être insister, c'est que il va y avoir, si vous voulez, différentes étapes. Et je pense que le prochain... la prochaine avancée, si je peux dire, en matière de vaccination des infirmiers et infirmières sera probablement pour le futur vaccin Covid plutôt que plus général. Et ce sera à cette occasion que peut-être ça nous permettra de rebondir sur des vaccinations ultérieures. Donc, et certainement... Finalement, la repriorisation avec forcément l'épidémie de Covid qui est venue un petit peu interférer dans les différents avis attendus de la HAS. Ce que vous voulez dire, c'est que donc il y a un avis aussi qui est attendu, un avis relatif à la stratégie vaccinale spécifique au Covid. Je crois que ce sera un avis qui sera soumis à consultation publique, c'est cela ? Alors, si vous voulez, il y a énormément de choses qui sont en préparation pour ce qui concerne le Covid et la vaccination Covid. Et il y a la HAS a été saisie pour élaborer et faire des propositions en matière de stratégie de vaccination. Et dans ces recommandations, dans ce travail concernant la stratégie vaccinale Covid à venir, il y a un pan de travail qui concerne justement l'organisation et qui est plutôt sous forme de recommandations. Et dans ces recommandations concernant l'organisation et la mise en œuvre de la campagne de vaccination future, il est prévu que nous mettions en ligne sur le site de la HAS une consultation publique sur un texte qui est en finalisation de préparation. Très bien. Merci beaucoup, Madame Bouvet. On a quelque peu fait évoluer le déroulé de cette matinale justement pour avoir la possibilité de vous faire réagir sur ces différents sujets. Je voudrais qu'on revienne quand même sur cette campagne singulière qui est la campagne de vaccination contre la grippe. Cette année, Dr Daniel Lévy-Bruhl nous a expliqué un peu les différents facteurs qui expliquaient qu'aujourd'hui le risque épidémiologique était peut-être plus faible qu'à l'habitude, mais il nous a aussi parlé de ce risque très important de co-infection. Je voudrais donner la parole à Caroline Bussière pour la DGS. Quelle est la stratégie vaccinale donc, qui est déployée à l'occasion de cette campagne ? Donc, pour cette campagne, effectivement, dont tout le monde a dit qu'elle revêtait un caractère très particulier avec justement ce contexte Covid, je voudrais rappeler qu'effectivement, nous portons effectivement une stratégie de priorisation de la vaccination, stratégie de priorisation qui s'appuie
totalement sur les recommandations de l'autorité de santé. Je ne sais pas si vous le savez, mais les personnes qui aujourd'hui font l'objet de recommandations vaccinales contre la grippe, ce sont les personnes et les professionnels de santé qui sont effectivement listés par l'autorité de santé qui a confirmé le maintien de cette priorisation par un avis du 20 mai 2020. Donc, le ministère, évidemment, porte cette stratégie de priorisation vaccinale. On va dire que c'est la première caractéristique de cette campagne. Nous le portons fortement et nous comptons évidemment sur les professionnels de santé vaccinateurs pour porter également ce message et le mettre en œuvre. Ça, c'est la première chose. Pourquoi les deux populations fragiles, qui sont les personnes âgées ou personnes atteintes d'ALD ou les personnes enceintes, et je ne les citerai pas toutes, parce que ce sont ces personnes qui sont les mêmes, qui présentent des risques de formes graves de la grippe, et ce sont ces mêmes personnes qui présentent également des risques de complications graves liées à l'épidémie de Covid-19, comme le disait Daniel Lévy-Bruhl tout à l'heure. Il est donc primordial qu'elles se vaccinent. Les professionnels de santé, pourquoi ? Parce qu'ils sont le pilier effectivement de la prise en charge aujourd'hui du système de santé sur lequel la lutte contre le Covid repose. Donc il est essentiel également qu'ils se protègent en se faisant vacciner contre la grippe. Je voudrais d'ailleurs rappeler simplement qu'en ce qui concerne les infirmiers, Daniel Lévy-Bruhl le disait tout à l'heure, on a élargi en 2018 la compétence vaccinale des infirmiers pour qu'ils puissent vacciner, y compris les femmes enceintes et ce qu'on appelle les gens primo-vaccinés. Donc c'est d'autant plus important dans les patients, en tout cas, qu'ils ont en charge, qu'ils puissent porter cette bonne parole en tant qu'ambassadeurs, comme le disait M. Chamboredon. C'est également important que les infirmiers se vaccinent. Je rappelle simplement qu'une étude de Santé publique France, faite l'année dernière, montre qu'on a une moyenne nationale de vaccination des professionnels de santé qui présente un résultat assez modeste, avec de grandes marges de progrès. Les infirmières sont environ 35% à se vacciner dans les hôpitaux, 43% dans les EHPAD. Donc, vous voyez très bien la marge de progrès qui est encore à faire. La deuxième caractéristique de cette campagne de grippe, c'est évidemment cet objectif d'augmenter la couverture vaccinale de ces personnes cibles que je viens de citer. Pour cela, il y a à la fois la question de la sécurisation de l'approvisionnement en vaccins, et l'État fait tout pour que cette année, effectivement, on puisse avoir une augmentation du nombre de doses par rapport au nombre de doses qui ont été consommées l'année dernière. Donc ça, ce sont les efforts que l'on fait de manière quotidienne. Et puis, troisième caractéristique, c'est un suivi en temps réel de cette campagne. On a mis en place cette année de manière spécifique un suivi quotidien, donc en temps réel et au plus près des territoires, avec le maillage le plus fin possible, pour pouvoir suivre à la fois, évidemment, donc tous nos objectifs, c'est-à-dire la vaccination des personnes cibles, la vaccination des professionnels de santé dans les établissements, mais également s'ils exercent en ville, donc les libéraux, et dans les EHPAD, et enfin, pour suivre de manière très fine la consommation des vaccins grippe, afin de pouvoir effectivement réagir. Et on travaille sur l'accélération des questions de livraison de doses, mais également, pour la première fois cette année, l'État s'est doté d'un stock stratégique de vaccins. Et donc, l'objectif, c'est de consolider ce stock et de pouvoir le mobiliser dès qu'il sera nécessaire en fin d'année. Voilà les trois piliers, en tout cas, qui caractérisent cette campagne grippe 2020-2021. Merci beaucoup, Caroline Bussière. Patrick Chamboredon, je me tourne vers vous. Deux questions pour vous. La première, c'est que effectivement, les infirmiers, et notamment l'Ordre des infirmiers, s'est emparé de cette campagne de vaccination contre la grippe, comme chaque année, j'ai envie de le préciser. Et je crois que d'ailleurs que les infirmiers pensent qu'il est d'autant plus important de se faire vacciner contre la grippe au regard du contexte particulier. Et puis, une deuxième question, Caroline Bussière le précisait, il y a aussi ce sujet de la vaccination des professionnels de santé eux-mêmes au regard de la couverture vaccinale dans l'ensemble de la population. C'est aussi un sujet sur lequel on peut s'améliorer. Oui, effectivement. Alors, c'est quelque chose qui est arrivé sous l'injonction amicale, je dirais, du DGS, de Jérôme Salomon, et aussi du ministre de la Santé qui nous a relayé ça au travers toutes les campagnes et toutes les entretiens que l'on a eus pour justement la vaccination et la cible vaccinale sur les professionnels de santé. On avait déjà signé une convention, tous les ordres professionnels, avec la ministre Agnès Buzyn, pour promouvoir la vaccination dans nos rangs.
Et donc c'est quelque chose qu'on a souhaité mesurer. On l'a mesuré l'année dernière par une matinale, et quand je disais tout à l'heure à M. Lévy-Bruhl qu'il allait devenir un de nos sociétaires sur la vaccination, je vous invite tous l'année prochaine, parce qu'on en reparlera, le travail est devant nous et il faut qu'on continue à améliorer. Mais on a pu mesurer quand même que même si on partait peut-être d'un peu bas, mais des chiffres qui n'étaient pas très objectivés, au travers des sondages que l'on a menés en 2017, 2018 et 2018-2019, une augmentation de 30% de la vaccination chez les infirmiers. C'était l'Institut Tout pour la Santé qui nous l'avait présenté l'année dernière avec une matinale, justement, c'était François Sarkozy, l'animateur, et donc qui nous avait sorti ces chiffres-là. Nous-mêmes, cette année, avons aussi mené des consultations, et ces consultations sont plutôt favorables puisqu'on arrive à une volonté des professionnels infirmiers, d'abord qui réclament avoir plus de responsabilités dans cette campagne vaccinale, qui sont aux alentours de 80% à réclamer une plus grande responsabilité. Donc on peut penser que ces gens sont persuadés que ces professionnels vont être d'excellents ambassadeurs, et que donc ils seront aussi, c'est les chiffres qui sont donnés, en nette augmentation par rapport déjà aux chiffres observés partout par les campagnes de 2017 à 2019 que j'ai citées. Et on voit bien qu'il y a une prise en considération des professionnels de ce devoir déontologique, finalement, et très altruiste, puisque finalement on se protège soi-même, mais aussi pour protéger nos patients. Et on sait que les patients pris en charge par les infirmiers, alors j'ai demandé si c'était plutôt rural, plutôt urbain, mais ces patients-là, qui sont des patients fragiles en ALD, donc les infirmiers qui les prennent en charge au plus près dans leur contexte familial, social, soient plus vaccinés et donc prennent toutes les précautions possibles pour éviter de contaminer leurs patients. Et on voit bien que ça a été un sujet, c'est un sujet récurrent. Les ordres sont intervenus là-dessus pour rappeler qu'il ne fallait pas abandonner les soins, il fallait continuer à voir son médecin traitant, mais aussi à recevoir son infirmier à domicile pour avoir les soins qui sont nécessaires, malgré cette épidémie que tout le monde a citée là maintenant, Covid, et toutes les problématiques que l'on peut avoir. Voilà, merci Patrick Chamboredon. Donc on parle effectivement de l'évolution du rôle des infirmiers en termes de vaccination. Le rôle a évolué ces dernières années, en tout cas en ce qui concerne la grippe. Il peut encore évoluer. Il y a cet avis de la HS notamment qui est fort attendu en la matière. Il y a des pays qui sont déjà allés plus loin ces dernières années, notamment au Québec et en Espagne. Et on le précisait en début de matinale, on a notamment Florentino Pérez Raya, donc le président du Conseil général des soins infirmiers d'Espagne, qui nous a adressé un message spécifiquement pour cette matinale. Je voudrais qu'on l'écoute avec la vidéo de Florentino Pérez Raya, qui sera traduite en direct et expliquée par Patrick Chamboredon. Alors, je ne suis pas capable de traduire en direct, mais on va avoir à l'image, incessamment sous peu, la technique arrive, me fait signe que tout va bien. Et on est bon. Et que je vais prendre la parole, en fait, je vais lire son discours, donc excusez-moi, mais je l'ai lu plusieurs fois, mais ce ne sera pas de la traduction directe. Et donc, mon homologue espagnol nous dit que les vaccins sont légalement classés en Espagne comme des médicaments et que la vaccination est un acte volontaire, car la législation intègre explicitement le devoir de vaccination, mais personne ne peut être contraint de se faire vacciner. Exceptionnellement, en cas d'épidémie, il est prévu de décréter une vaccination obligatoire et en cas d'alerte, d'exception et de siège. Mais son application est très complexe en pratique à réaliser, et il ne reste plus qu'à continuer à faire appel à la responsabilité de la population et au travail de sensibilisation effectué par les professionnels de la santé. En ce sens, traditionnellement, les chiffres de vaccination contre la grippe parmi les professionnels de santé ont été bien inférieurs à ce qui est souhaitable, comme le montrent les données officielles du ministère de la Santé, en particulier sur seulement 30% des agents de santé. Malheureusement, le ministère de la Santé espagnol ne fournit pas de données ventilées par profession, de sorte que nous ne savons pas avec certitude l'étendue de l'immunisation contre la grippe, en particulier chez les infirmiers et infirmières. Et ce n'est pas que les infirmiers ne sont pas conscients de l'utilité des vaccins ou qu'ils ne savent pas qu'ils sauvent des vies, mais quelque chose ne fonctionne pas. Pour faire de la lumière sur cette question, le Conseil général infirmier, donc Conseil de l'ordre en Espagne, par l'intermédiaire de l'Institut de recherche qui leur est impropre, ont fait il y a plusieurs semaines à peine une macro-enquête avec des intentions de vaccination. Cette recherche a concerné 8500 infirmières et qui reflète la tendance à la hausse de la vaccination à raison de la situation exceptionnelle du Covid que nous traversons.
7 infirmières sur 10, soit 67%, confirment qu'elles ont l'intention de se faire vacciner contre la grippe cette saison. Ils sont 10% plus nombreux que ceux qui disent l'avoir déclaré fait l'année dernière, alors que la pandémie de coronavirus n'était pas encore déclarée. Selon le domaine de travail des infirmiers, 9 sur 10 des infirmiers travaillant dans le secteur des soins primaires ont déjà été vaccinés. Il en va de même pour 80% des personnes travaillant comme infirmiers d'entreprise ou dans les hôpitaux. Toutefois, dans les centres sociaux de santé et d'éducation, ce marqueur reste plus bas. Un autre fait ressort de cette enquête, c'est que seulement 20% des infirmiers n'ont jamais été vaccinés, principalement parce qu'elles ont des doutes sur l'efficacité et ne pas considérées comme personnellement à risque ou craignant les effets secondaires. Mais cette étude fournit également quelques indices sur la place d'information ou d'encouragement à la vaccination sur le lieu de travail qui correspond à un faible taux d'immunisation chez les professionnels. Il semble que les informations et certains mécanismes de communication interne, ainsi que les politiques des ressources humaines, faciliteraient que plus d'infirmiers soient vaccinés. Nous ne pouvons certainement pas nous permettre d'être en congé ni d'infecter quiconque dans ces circonstances. Et il termine en nous remerciant de l'avoir invité, et c'est plutôt à moi de lui remercier de nous avoir transmis ce message et cette enquête riche d'enseignements auprès de la profession infirmière dans un pays d'Europe où la Covid a sévi beaucoup. Effectivement, merci Florentino Pérez-Raya et merci l'Ordre des infirmiers d'Espagne. On a également Luc Mathieu, le président de l'Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec, qui nous a adressé un message via cette vidéo que je vous propose de regarder tout de suite. Bonjour, je suis Luc Mathieu, président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Alors, à défaut d'être présent sur place avec vous aujourd'hui, dans le cadre de votre matinale, je vous transmets cette courte vidéo. Au cours des prochaines minutes, je vais vous exposer brièvement le rôle des infirmières et infirmiers au Québec en matière de vaccination dans le contexte québécois. Je commencerai par vous faire un bref historique pour poursuivre sur la situation actuelle et pour terminer par les défis qui sont les nôtres en matière de vaccination. Pour l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, les principes de prévention des infections et la vaccination sont très importants. D'ailleurs, le Conseil d'administration de l'Ordre a adopté une prise de position officielle à ce sujet à l'intention de ses membres en 2007. L'objectif premier de la prise de position était de rappeler aux infirmières et infirmiers du Québec leur rôle et leurs responsabilités en matière de vaccination et de lutte contre les maladies infectieuses, allant même pour une des rares fois, sinon la seule, jusqu'à recommander fortement à ses membres de se faire vacciner. En 1974, dans la loi qui a constitué l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et défini le champ d'exercice de la profession, la vaccination était simplement absente. Au fil des années, les médecins ont délégué, si on peut dire, l'administration des vaccins aux infirmières et infirmiers par règlement. À l'époque, et ce jusqu'en 2003, les infirmières et infirmiers agissaient par délégation du médecin, selon une ordonnance médicale et dans le respect d'un protocole établi. 2003 fut une année charnière pour le système de santé québécois. En effet, le gouvernement a adopté une loi cadre qui est venue moderniser le système professionnel québécois, plus particulièrement à l'égard des professionnels de la santé exerçant dans le domaine de la santé physique. Pour les infirmières et les infirmiers, l'entrée en vigueur de cette loi a mis fin à la posture de délégué des médecins dans plusieurs domaines, particulièrement dans le domaine de la vaccination. La loi est non seulement venue moderniser le champ d'exercice des infirmières et infirmiers, mais a également remplacé les actes médicaux délégués par des activités réservées propres aux infirmières et infirmiers du Québec. Des activités qui peuvent maintenant être exercées en toute autonomie. C'est à ce moment, par une activité réservée spécifique, que l'État québécois a permis à l'infirmière et l'infirmier de procéder à la vaccination, notamment dans le cadre d'un programme national ou d'un plan d'action régional et local de santé publique, ou dans le cadre d'une campagne de vaccination, le tout sans ordonnance. Pour soutenir les différents vaccinateurs québécois, le gouvernement, ou précisément l'Institut national de santé publique du Québec, a confié au Comité d'immunisation du Québec l'élaboration d'un protocole national portant spécifiquement sur la vaccination, soit
le Protocole d'immunisation du Québec, mieux connu sous son acronyme le PIC. Plus concrètement, à l'égard de la vaccination antigrippale, comme vous le spécifiez dans votre invitation, les infirmières et infirmiers sont responsables tant de petites cliniques privées de vaccination, dans des pharmacies notamment, mais également de cliniques de vaccination publiques massives et gratuites. Les cliniques publiques où les infirmières et infirmiers sont souvent les seuls vaccinateurs peuvent accueillir jusqu'à 320 personnes à l'heure. Normalement, la population est invitée à s'y rendre sans rendez-vous, mais en ces temps de pandémie, la prise de rendez-vous est obligatoire afin de limiter les attroupements et de permettre la mise en place de mesures de protection particulières. J'ajouterai que dans le cas de la pandémie actuelle, les infirmières et les infirmiers du Québec sont autorisés à effectuer les tests de dépistage de la COVID, et ce, sans ordonnance. Quelques mots maintenant sur ce qu'on peut anticiper en matière de vaccination. Bien que les infirmières et les infirmiers sont des acteurs de premier plan dans l'immunisation de la population, il y a encore place à l'amélioration au bénéfice de cette population. Bien que les infirmières et les infirmiers puissent d'une part se procurer gratuitement certains vaccins et en acheter d'autres, ils n'ont pas la possibilité de prescrire les vaccins. La prescription des vaccins permettrait un meilleur accès à la population et une couverture améliorée par les mutuelles publiques et privées, car sans une prescription, les frais ne sont pas couverts. Rappelons qu'au Québec, le concept d'infirmière libérale n'existe pas. Soit les personnes font appel à l'État, soit elles paient pour une infirmière ou un infirmier au privé avec remboursement variable selon leur mutuelle. En conclusion, après plus de 20 ans de participation dans la vaccination, les infirmières et les infirmiers du Québec sont aujourd'hui les professionnels qui contribuent le plus à l'immunisation de la population québécoise. Cette implication couvre l'ensemble de l'immunisation, quand l'on parle ici de vaccination antigrippale, mais également de la vaccination en général, incluant notamment l'immunisation des tout-petits, allant jusqu'aux aînés, en passant par la vaccination des voyageurs. Alors voilà, j'espère avoir contribué un tant soit peu à vos apprentissages dans le cadre de votre matinale. Merci. Et merci à vous, Luc Mathieu, président de l'Ordre des infirmiers et des infirmiers du Québec. Je rappelle qu'il est actuellement 4 heures du matin chez vous. On comprend pourquoi on est passé par cette vidéo enregistrée. Encore merci pour ce témoignage. Docteur François-Xavier Brouk, on le voit à travers ces exemples à l'étranger, on a fait évoluer le rôle des effecteurs, notamment le rôle des infirmiers en termes de vaccination. Vous nous parliez tout à l'heure effectivement de la nouvelle ventilation pour le vaccin contre la grippe entre les professionnels de santé, de voir que ça a évolué. Ça permet donc de toucher de nouvelles catégories de la population. Et puis peut-être un point particulier sur ce que signalait Luc Mathieu, le président de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. On voit qu'il y a aussi un levier, c'est sur la cotation, c'est sur la rémunération des actes infirmiers, notamment en termes de vaccination. Oui, alors, si vous voulez, moi, je pense que je voudrais juste revenir sur un certain nombre de points qui ont été évoqués tout à l'heure. Je vous en prie. Dire qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont des éléments leviers. Caroline Buchier en a parlé tout à l'heure. Je pense que l'élargissement des compétences, notamment des infirmiers dans le cadre de la vaccination contre la grippe cette année, c'est un élément qui est intéressant. Moi, ce que je retiens aussi, c'est l'accès des infirmiers donc au dossier médical partagé. Et donc, les infirmiers ont accès au dossier médical partagé, et notamment sur la partie du volet vaccination. Ça, je pense que c'est un élément important, parce que ça permet de vérifier le statut vaccinal des personnes. Revenir aussi sur le fait que tout à l'heure, on a évoqué, et notre confrère là, du Québec parlait d'un des freins qui existait, c'était l'absence de prise en charge, en tout cas la prise en charge variable des vaccins. Je pense qu'un des leviers importants pour permettre à l'ensemble de la population de pouvoir être vaccinée, c'est qu'elle soit prise en charge à 100%. Ça évite justement d'avoir des situations où la problématique financière est une difficulté. Rappelez peut-être que dans le cadre de la vaccination contre la grippe, le vaccin est pris en charge à 100%.
une partie sur l'aide médicale, l'assurance maladie obligatoire, mais également sur le Fonds national d'action de prévention de la CNAM, donc qui vient en complément, en tout cas pour les personnes qui sont en ALD. Pour ce qui est effectivement de la cotation, je veux dire, là-dessus, un certain nombre de cotations ont été mises en place et notamment ici cette année élargies dans un certain nombre de situations pour les infirmiers, notamment pour les personnes majeures et mineures dans le cadre des problématiques de la dépendance. Donc, effectivement, l'acte de vaccination peut être associé donc à d'autres actes qui sont déjà facturés dans le cadre d'un AIS3 ou d'un forfait BSA, BSB, BSC. Et ça, effectivement, je pense que ce sont des éléments importants qui permettent donc aux infirmiers de pouvoir bénéficier de moyens supplémentaires. Très bien, merci beaucoup, Dr François-Xavier Brouk, pour la CNAM, pour ces précisions. Une dernière question pour vous, ainsi que pour Caroline Bussière. Le sujet est un petit peu incontournable, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure avec Madame Bouvet de la HAS. Cette campagne de vaccination contre le Covid, même si, bien sûr, de très nombreuses questions demeurent, il y a même sûrement beaucoup plus de questions que de réponses à ce jour, mais on voit qu'il y a une stratégie qui est en train de s'élaborer collégialement entre les différentes organisations, donc la HAS, le ministère, la DGS, Santé publique France et la CNAM. Est-ce qu'on a déjà une première idée du rôle qu'auront les professionnels de santé et peut-être plus particulièrement donc, les infirmiers au sein de cette stratégie vaccinale Covid ? Alors, juste Caroline Bussière, je vais vous décevoir un peu. À ce jour, en fait, comme vous le disiez, Elisabeth Bouvet, tout ça est en cours de construction. Évidemment, le rôle des infirmiers parmi les autres professionnels de santé est posé dans cette vaccination Covid, mais il est encore trop tôt à ce jour pour que je puisse vous donner des précisions sur le futur rôle des infirmiers. Voilà. Et la HAS y travaille, enfin voilà, toutes les agences experts également, le ministère également. Mais là, il est trop tôt aujourd'hui pour pouvoir vous donner une réponse très précise. Très bien, merci. Docteur François-Xavier Brouk, je crois qu'il est quand même question d'un outil de suivi. En tout cas, c'est une piste de travail réalisée par la CNAM, un outil de suivi justement des personnes qui seront vaccinées contre le Covid. Vous le disiez, Caroline Bussière, on en est effectivement à un travail collaboratif intense pour vérifier, dès que les vaccins seront disponibles, pouvoir organiser ces campagnes de vaccination. Il est évident qu'à partir du moment où on va lancer une campagne de vaccination sur du grand public, il s'agit quand même de 2 millions de personnes, il va falloir pouvoir suivre, effectivement, de pouvoir mettre à disposition ces vaccins, d'inviter, selon la stratégie qui sera décidée, mais effectivement, un certain nombre de personnes qui sont au minimum les professionnels de santé et les personnes qui sont fragiles. On l'a évoqué tout à l'heure, Caroline Bussière et Daniel Lévy-Bruhl, ce sont les mêmes personnes d'ailleurs que les personnes qui sont à risque de grippe sévère. Et il va falloir effectivement pouvoir suivre l'ensemble de cette population. Et pour ça, il est évident que nous devrons pouvoir bénéficier d'un outil de suivi qui soit le plus précis possible. Ça fait partie des travaux qui sont en cours avec le ministère, avec la Haute Autorité en Santé. Très bien, merci beaucoup, Dr Brouk. Je voudrais remercier l'ensemble des intervenants à cette matinale sur les enjeux de la vaccination et donc le rôle des infirmiers dans la couverture vaccinale. On voit qu'il y a encore de nombreux enjeux pour les infirmiers sur la couverture vaccinale contre la grippe, contre les autres vaccins et contre ce vaccin à venir contre le Covid. Merci donc à Caroline Bussière, chef du bureau santé des populations et politique vaccinale pour la DGS. François-Xavier Brouk, docteur François-Xavier Brouk, directeur des assurés de la Caisse nationale d'assurance maladie. Docteur Daniel Lévy-Bruhl pour Santé publique France et Elisabeth Bouvet pour la Haute Autorité de Santé qui sont donc intervenus dans cette première moitié de matinale. Et puis donc par vidéo interposée, donc Luc Mathieu, le président de l'Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec, et Florentino Pérez Raya pour l'Ordre des infirmiers espagnol. Patrick Chamboredon, président de l'Ordre national des infirmiers, je vous laisse donc le mot de la fin.
je vous dis merci et je me joins à vos remerciements pour l'ensemble des intervenants. C'est vrai qu'on est un peu à distance du lancement par le ministère de la campagne vaccinale cette année, mais c'était important de le faire. C'est important de parler de la vaccination, de marteler ce message et d'impliquer tous les professionnels. Et on voit bien qu'au travers ces messages-là, la population est plus réceptive, les professionnels sont plus investis, réclament, nous, dans les consultations que l'on mène avec notre outil ici, démontrent qu'ils pensent pouvoir jouer un rôle plus actif, qu'ils souhaitent se vacciner plus. Donc on voit bien qu'il y a une proactivité chez les professionnels infirmiers, tant pour être plus vaccinés que pour être de meilleurs ambassadeurs et que aussi améliorer la couverture vaccinale, que ce soit pour eux, mais aussi pour les patients. Donc le mot d'ordre de cette clôture de cette matinale, c'est d'abord vous avez fait monter le teasing, donc vous serez tous réinvités à la prochaine et on prendra date très rapidement. On espère que ça sera dans des meilleures conditions et qu'on sera tous ensemble réunis et que ça sera, même si les moyens techniques ont été super aujourd'hui. Mais effectivement, ce que je dirais, c'est qu'il faut compter plus avant sur les infirmiers et je vois que c'est le parti pris par toutes les agences et par le ministère, donc c'est quelque chose qui va se faire. On est très attendeurs et très demandeurs et très attendus là-dessus. Je rappellerai simplement que les infirmiers, il n'y a pas de désert. On est répartis territorialement sur tous les coins de la France. On a la capacité et la compétence acquise par notre diplôme et notre formation. On est des ambassadeurs de santé publique et donc c'est quelque chose qui nous permet de mailler, de connaître les patients dans leur contexte social et familial et donc d'être des vrais acteurs de la prévention. Et il faut bien le dire, la vaccination ne s'éteint pas de diagnostic. Nous avons de grandes ambitions et de grandes revendications là-dessus, vous l'avez bien entendu. Ça a été un peu dit, mais je suis content d'avoir fait cette matinale pour le Conseil de l'Ordre, d'avoir ce panel d'autorité et de compétences autour de nous pour rappeler ce message de santé publique. Vaccinez-vous. Bonne journée à tous et portez-vous bien.